Dans les derniers jours du Troisième Reich, la nouvelle était indéniable. Berlin était perdu. Les troupes soviétiques avançaient sans retenue et la défaite n'était qu'une question d'heures. Le général Gotthard Heinrici, commandant du front de l'Oder, fut celui qui transmit le message que personne ne voulait entendre. Devant Hitler, Göring et les principaux chefs militaires, il expliqua avec clarté que le front s'était effondré, que les lignes n'existaient plus et que la fin était inéluctable. Lors de la réunion, chaque dirigeant tenta de faire preuve de force par des promesses irréalistes, mais après ces paroles, chacun adopta une ligne de conduite différente. Quelles décisions les dirigeants nazis ont-ils prises après avoir entendu ce verdict? Comment cette réunion a-t-elle scellé le sort de la 9e armée et de la capitale? Est-ce là que les dirigeants nazis ont achevé leur désintégration? Offensive Vistule-Oder, l'effondrement du front et la chute d'Himmler. Le 12 janvier 1945, alors que des températures négatives transformaient les champs polonais en étendues gelées, l'armée rouge lança l'offensive Vistule-Oder. Plus de 2 millions de soldats soviétiques, appuyés par 6 000 chars et canons d'assaut, 40 000 pièces d'artillerie et environ 5 000 avions, quittèrent les têtes de pont établies à Baranov, Puławy et Magnusev. Face à eux se trouvait le groupe d'armée A, commandé par Joseph Harpe, qui comptait à peine 400 000 hommes dispersés sur des lignes défensives incomplètes et dont le ravitaillement était insuffisant pour soutenir la résistance. Le bombardement initial dévasta les positions allemandes et, en quelques heures, de multiples brèches s'ouvrirent sur le front. Les unités soviétiques avancèrent à une vitesse sans précédent, parcourant des dizaines de kilomètres chaque jour, encerclant des villes entières et fragmentant les forces ennemies. Cracovie tomba le 19 janvier et en Prusse orientale et en Poméranie, les troupes allemandes se retirèrent en désordre. Le groupe d'armée A cessa d'exister en tant que force organisée, réduit à l'état de vestiges qui se dispersèrent vers l'ouest dans une retraite chaotique. Fin janvier, les avant-postes soviétiques atteignirent l'Oder et établirent des têtes de pont à 70 km à peine de Berlin. La vitesse de progression dépassa toutes les prévisions. En seulement 3 semaines, l'armée rouge avait parcouru 500 km, démantelé des armées entières et repris des villes restées sous contrôle allemand pendant des années. La réaction d'Adolf Hitler fut improvisée et désespérée. Le 24 janvier, il désigna Heinrich Himmler, Reichsführer SS et chef de la police, commandant du nouveau groupe d'armée Vistule. Cette nouvelle structure intégrait les vestiges de la 2e armée, de la 3e armée Panzer et de la 9e armée. Unité désorganisée après les revers subis en Pologne et en Poméranie. Himmler reçut l'ordre de stopper l'avancée soviétique et de stabiliser le front nord du Reich. Cette désignation a semé la confusion au sein même du haut commandement allemand. Himmler manquait d'expérience militaire directe et sa carrière se limitait aux opérations de sécurité intérieure et à l'administration du système concentrationnaire. Pour des généraux de carrière, il était alarmant qu'un homme politique sans formation tactique puisse prendre le commandement de l'un des secteurs les plus décisifs du front de l'Est. Installé d'abord à Schneidmühl, puis à Prenzlau, Himmler donna des ordres confus, assortis d'exigences impossibles à satisfaire. Il ne comprenait ni les limites logistiques, ni l'ampleur de la menace. Ces directives manquaient de sens opérationnel et obligeaient les commandements subordonnés à improviser. L'incapacité à formuler une stratégie cohérente aggravait la situation à mesure que la pression soviétique s'intensifiait. En février, la situation s'aggrava irrémédiablement. Le 2e front biélorusse, dirigé par Konstantin Rokossovski, lança l'offensive sur la Poméranie orientale et submergea les forces allemandes. Elbing et Danzig furent prises et d'importants contingents furent isolés et anéantis. Les communications entre les corps d'armée devinrent chaotiques. Dans de nombreux secteurs, les commandants allemands n'eurent connaissance de la situation que lorsque les unités soviétiques avaient déjà percé leurs lignes. L'armement disponible était insuffisant et hétérogène, les approvisionnements arrivaient en retard ou n'arrivaient pas, et le moral baissait de jour en jour. La plupart des soldats combattaient uniquement par discipline ou par peur des représailles, conscients que la défaite était inévitable. Himmler, épuisé, déléguait des tâches à des conseillers SS sans aucune connaissance tactique et s'absentait fréquemment du front, prétextant des problèmes de santé. Début mars, il fut transféré dans un sanatorium pour épuisement nerveux.
ce qui signifiait en pratique l'abandon du commandement au moment le plus critique. Le retrait d'Himmler obligea Hitler à désigner un successeur compétent. Le 2 mars 1945, il nomma le colonel général Gotthard Heinrici commandant du groupe d'armées Vistule. Cette décision répondait au besoin urgent de disposer d'un expert en opérations défensives. Heinrici, vétéran du front occidental depuis 1940 et fort d'une expérience accumulée dans différents secteurs du front oriental, avait commandé corps d'armée et armée avec efficacité lors des replis. Sa réputation de défenseur méticuleux faisait de lui le candidat le plus réaliste pour résister à l'offensive soviétique imminente. À sa prise de commandement, Heinrici trouva un front en ruine. La 3e armée Panzer, commandée par Hasso von Manteuffel, comptait à peine 50 000 hommes et un nombre réduit de véhicules blindés opérationnels. La 9e armée, déployée autour de Francfort-sur-l'Oder, comptait environ 80 000 combattants, dont des bataillons de la Volkssturm et des jeunesses hitlériennes, insuffisamment entraînées. La 2e armée avait été pratiquement anéantie après l'offensive en Prusse orientale. La pénurie de ressources était absolue. Le manque de carburant immobilisait les véhicules blindés, qui devaient être utilisés comme artillerie statique. Les munitions d'artillerie étaient rationnées au strict minimum, les tirs n'étant autorisés qu'en réponse à des attaques confirmées. L'armement était une mosaïque de vieux modèles, de matériel capturé et de lance-roquettes Panzerfaust distribués aux adolescents du Volkssturm. Les communications dépendaient de lignes téléphoniques et de radios vulnérables à la couverture limitée. Les renseignements arrivaient en retard ou contenaient des contradictions, rendant la coordination des mouvements quasiment impossible. Le moral des troupes était au plus bas. Conscients de l'impossibilité de remporter la victoire, les soldats ne combattaient que pour gagner du temps et permettre aux civils de fuir vers l'ouest. L'incorporation forcée d'adolescents et de personnes âgées dans la Volkssturm accentua les tensions au sein des unités régulières, tandis que la présence de détachements SS chargés d'exécuter les déserteurs accentua les affrontements internes avec la Wehrmacht. Heinrici réagit en organisant un système défensif à plusieurs niveaux sur l'Oder. Il ordonna l'établissement de 3 lignes. La première sur les rives, la deuxième sur les hauteurs des collines de Silo et la 3e à la périphérie et de Berlin. Sa tactique consistait à retirer les troupes de la première ligne juste avant les bombardements soviétiques et à les faire revenir après des tirs préparatoires, évitant ainsi des pertes massives. Cette manœuvre fut critiquée par les dirigeants politiques qui l'interprétèrent comme du défaitisme. Mais Heinrici savait que c'était la seule solution pour préserver les forces. Le prix à payer pour cette stratégie était élevé, car le front manquait de réserves mobiles. Des corps blindés d'élite avaient été envoyés en Hongrie pour l'opération du lac Balaton, laissant Berlin pratiquement sans protection stratégique. Fin mars, des rapports de reconnaissance confirmèrent que l'armée rouge concentrait une force sans précédent de l'autre côté de l'Oder. Les preuves étaient claires: construction de ponts flottants, accumulation massive d'artillerie et mouvement de troupes nocturnes. Heinrici comprit que l'offensive finale contre la capitale du Reich était imminente et que ses forces, épuisées, mal équipées et en infériorité numérique, allaient devoir affronter la machine de guerre la plus puissante du monde. Bataille de Silo, le dernier mur abattu. Les collines de Silo s'élevaient à 60 km à l'est de Berlin, dernière élévation significative séparant l'armée rouge de la capitale du Reich. Ces promontoires dominaient la plaine marécageuse d'Oderbruch, un terrain découvert où tout attaquant était exposé à des tirs directs. Pour Gotthard Heinrici, ces hauteurs représentaient le seul avantage tactique permettant de résister dans une situation de plus en plus désespérée. La 9e armée, sous le commandement du général Theodor Buss, était déployée sur un front de 20 km face aux collines. Son dispositif suivait les principes de la défense en profondeur, avec une première ligne sur les rives de l'Oder, une seconde sur les hauteurs de Silo et une 3e plus en arrière, destinée à couvrir les approches orientales de Berlin. Les fortifications comprenaient des tranchées, des champs de mines et des positions improvisées visant à transformer chaque secteur en un obstacle capable de retarder l'avancée ennemie. L'effectif total s'élevait à 90 000 combattants, répartis entre divisions régulières, vestiges d'unités blindées, contingents de la Waffen-SS et bataillons du Volkssturm. L'armement disponible était réduit à 700 canons et mortiers et à peine une 50aine de chars, dont beaucoup devaient être utilisés comme pièces fixes faute de carburant.
La préparation allemande contrastait avec l'ampleur du déploiement soviétique. Le premier front biélorusse, sous le commandement de Georgi Zhukov, rassemblait environ 1 million de soldats, soutenus par plus de 3000 chars et canons d'assaut, près de 20 000 pièces d'artillerie et une domination absolue du ciel. L'offensive débuta le 16 avril 1945 à 3 heures du matin par un bombardement massif de 9 000 pièces d'artillerie. L'obscurité fut interrompue par le feu des roquettes Katyusha et des projecteurs anti-aériens orientés vers l'ouest, dont l'objectif était d'éblouir les défenseurs. Cependant, le brouillard et la fumée réduisirent la visibilité des deux côtés. Les premières vagues soviétiques avancèrent avec difficulté sur un terrain dévasté, perdant leur cohésion au milieu des cratères et de la boue. La décision d'Heinrichi d'évacuer les positions avancées avant le début du bombardement s'avéra décisive. Les pertes allemandes lors de la préparation de l'artillerie furent minimes, et les troupes purent réoccuper les défenses après les premiers tirs. Les attaquants rencontrèrent des champs de mines, des fossés et des digues inondées qui retardèrent le franchissement de l'Oderbruck. Les tirs croisés depuis les positions en hauteur et l'utilisation intensive de Panzerfaust contre les véhicules blindés infligèrent des pertes importantes aux premières vagues. Malgré cela, la disproportion matérielle se fit sentir dès le début. Les ingénieurs soviétiques travaillèrent sous un feu constant pour ériger des ponts flottants permettant aux divisions blindées de traverser vers la rive ouest. Le terrain meuble ralentit la progression des chars, les transformant en cibles pour les pièces anti-chars, mais le flux continu de renforts maintint la pression offensive. Les 16 et 17 avril, la 9e armée réussit à maintenir la cohésion de sa défense, appliquant des tactiques de retraite limitée et de contre-attaque ponctuelles qui épuisèrent les attaquants. L'artillerie allemande, bien que réduite, employa des tirs concentrés et surprises qui infligèrent momentanément de lourdes pertes, mais la consommation accélérée de munitions épuisa les réserves à un rythme insoutenable. La Luftwaffe tenta d'intervenir par des sorties limitées, mais la supériorité aérienne soviétique annula tout impact. Les chasseurs allemands qui parvinrent à décoller furent rapidement interceptés. Au sol, Zhukov intensifia ses attaques avec des réserves blindées, augmentant la pression sur la deuxième ligne allemande et maintenant une cadence de tir atteignant dans certains secteurs 200 projectiles par minute. Le 17 avril, après plus de 24 heures de combats incessants, les unités allemandes commencèrent à montrer des signes d'épuisement extrême. Les communications étaient fréquemment interrompues, les blessés restaient bloqués dans des positions isolées et le manque de ravitaillement réduisait la capacité de réaction. Heinrichi, conscient de l'importance stratégique de chaque heure gagnée, refusa d'autoriser des retraites prématurées. Le 18 avril, le front de Silo commença à s'effondrer sous la pression de 3 offensives convergentes. Au nord, le deuxième front biélorusse de Konstantin Rokossovski avançait depuis la Poméranie, menaçant d'encercler la 3e armée blindée. Au sud, le premier front ukrainien d'Ivan Konev progressait de la Nesse vers la capitale. La coordination soviétique assura l'encerclement progressif de Berlin. Le 19 avril, Zhukov ordonna l'assaut final avec d'importantes forces blindées. La résistance allemande se brisa en plusieurs points et les brèches ouvertes furent rapidement exploitées par des armées entières. Les divisions allemandes se replièrent vers la 3e ligne défensive, mais il n'y avait plus de réserves disponibles pour stabiliser le front. En quelques heures, les troupes soviétiques avancèrent de plus de 20 km en profondeur, atteignant Müncheberg et laissant libre la route vers Berlin. La bataille des collines de Silo avait coûté des dizaines de milliers de victimes à l'armée rouge et retardé de plusieurs jours le calendrier prévu, mais le front allemand était brisé. La dernière défense naturelle devant la capitale avait été vaincue et les forces soviétiques se préparaient à pénétrer dans la banlieue est de Berlin, où allait commencer la phase décisive de la guerre en Europe. Berlin en flammes, le siège commence. Le 2 avril 1945, aux premières heures du matin, l'armée rouge commença un bombardement systématique de Berlin. La percée des collines de Silo avait permis au premier front biélorusse de positionner son artillerie lourde à des positions capables d'atteindre directement le cœur de la capitale allemande. Des milliers de canons de campagne, de mortiers et de lance-roquettes Katyusha ouvrirent simultanément le feu sur les quartiers est, marquant le début d'un siège désormais irréversible. L'intensité du feu dépassait tous les précédents.
En une seule journée, Berlin reçut plus de projectiles que lors de toutes les attaques aériennes combinées des alliés occidentaux au cours des années précédentes. Le grondement était perceptible jusque dans les profondeurs du bunker de la chancellerie du Reich. Des ondes de choc brisèrent des vitres et fissurèrent des murs à des kilomètres de distance, et des colonnes de fumée noire s'élevèrent au-dessus de la ville, réduisant la visibilité et entravant toute opération de sauvetage. L'objectif soviétique était multiple: désorganiser la défense allemande, briser le moral de la population, faciliter l'avancée de l'infanterie et des véhicules blindés dans les banlieues et envoyer un message politique sans équivoque annonçant la chute imminente de la capitale. Les incendies ont atteint les gares, les installations militaires, les bâtiments gouvernementaux et les quartiers résidentiels, faisant des victimes parmi les civils qui n'avaient plus d'abri sûr. Pendant ce temps, dans le Führerbunker, situé sous les jardins de la chancellerie, Adolf Hitler célébrait ses 56 ans. La coïncidence entre cette célébration intime et le début du siège soulignait le contraste entre la vie souterraine des dirigeants nazis et la dévastation à la surface. La cérémonie de félicitations se réduisit à un bref acte protocolaire en présence de Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs et Joseph Goebbels, accompagnés de son épouse Magda et de leurs 6 enfants. Il n'y eut ni discours prolongé ni célébration. Hitler, assis, présentait des signes visibles d'usure avec des tremblements constants des mains et un uniforme ample qui trahissait une perte de poids et une vitalité débordante. Certains dirigeants comme Albert Speer et Karl Dönitz profitèrent de l'occasion pour faire leurs adieux et se réfugier dans des zones plus sûres au nord. Heinrich Himmler, absent, se retrouvait déjà loin du centre d'opération. Ce qui semblait être une félicitation officielle était en réalité un adieu voilé. Le même jour, Hitler réaffirma sa décision de transformer Berlin en Festung, ville fortifiée. L'ordre impliquait que chaque rue, chaque pont et chaque bâtiment devait être défendu jusqu'au bout. La population civile fut mobilisée par l'intermédiaire de bataillons du Volkssturm, composés d'adolescents et de personnes âgées jusqu'à 60 ans, issus de la Hitlerjugend. Des contingents de police, des membres de la Luftwaffe reconvertis dans l'infanterie et des unités de la Waffen-SS transférées d'autres secteurs furent également ajoutés. Les divisions régulières survivantes furent déployées aux accès stratégiques, bien que leur état fût précaire après des semaines d'usure. Les fortifications urbaines progressèrent rapidement. Des barricades furent érigées avec des tramways renversés et des décombres. Des fossés anti-chars furent creusés dans les avenues principales et des bâtiments solides furent aménagés comme points de résistance avec des sacs de sable et des ouvertures pour les tirs automatiques. Le réseau de métro et les sous-sols furent transformés en abris civils et en couloirs défensifs souterrains, permettant des déplacements dissimulés entre les secteurs. La propagande dirigée par Goebbels renforça le discours de la résistance absolue. Des slogans peints sur les murs et des affiches distribuées dans la ville proclamaient la défense jusqu'au dernier homme. Des haut-parleurs diffusaient des slogans annonçant des renforts imminents, même si ces renforts n'arriveraient jamais. Avec la proclamation de Berlin comme forteresse, la capitale fut officiellement désignée comme objectif militaire à prendre d'assaut, sans possibilité de traitement différencié. Ce même 20 avril, les premières unités soviétiques pénétrèrent dans les banlieues est de Berlin. Des quartiers comme Marzahn, Lichtenberg et Köpenick devinrent le théâtre de combats urbains, marqués par la fragmentation et la violence. Les escadrons allemands résistèrent dans des immeubles, des sous-sols et des abris improvisés, tandis que les soviétiques ripostèrent avec des canons anti-chars, de l'artillerie directe et des lance-flammes qui dévastèrent des pâtés de maisons entiers. Chaque pâté de maison se transforma en champ de bataille indépendant. Les chars T-34 avançaient, escortés par l'infanterie qui nettoyait bâtiment par bâtiment. La résistance allemande était soutenue par des attaques de Panzerfaust lancées à courte portée, ce qui obligeait les soviétiques à déployer des tactiques systématiques de destruction d'obstacles et de tirs concentrés. Les combats s'intensifièrent à mesure que les colonnes rouges pénétraient le tissu urbain. Le 21 avril, l'artillerie soviétique étendit sa portée et toucha directement le centre historique. Des lieux emblématiques comme la porte de Brandebourg et l'Alexanderplatz furent touchés par des projectiles. Dès lors, aucun quartier de Berlin ne fut épargné par les tirs ennemis.
La population vécut sous un bombardement quasi ininterrompu, avec des pauses à peine perceptibles entre les vagues, ce qui maintint une tension constante. Les rapports présentés dans le bunker confirmaient que les défenses extérieures ne pouvaient plus être maintenues. L'ordre de maintenir les positions jusqu'au dernier homme s'avéra impossible à respecter face à l'ampleur de l'offensive. Cependant, les retraites organisées, qui auraient pu offrir une défense stratifiée ultérieure, ne furent pas autorisées. Dans l'après-midi de ce 21 avril, les pointes de fer soviétiques atteignirent les limites administratives de la ville, avec d'intenses combats enregistrés dans des quartiers comme Weissensee et Pankow. La défense allemande reposait désormais presque entièrement sur des milices improvisées et les dernières réserves de la garnison régulière, réduite d'heure en heure sous la pression d'un ennemi numériquement supérieur. La conférence finale, Heinrici annonce l'effondrement du Troisième Reich. Le 22 avril 1945, à 15 heures, se tint au Führerbunker une réunion de situation qui allait marquer un tournant dans la confrontation entre la réalité militaire et les illusions du leadership nazi. Sous le bruit incessant de l'artillerie soviétique qui faisait trembler les murs souterrains, les dirigeants les plus proches d'Hitler restés à Berlin se réunirent autour de la table principale. Parmi les militaires figurait Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht, Alfred Jodl, chef des opérations, Hans Krebs, chef d'état-major de l'armée, et Wilhelm Burgdorf, responsable de la discipline au sein du corps des officiers. Tous maintinrent le protocole formel dans un contexte où l'obéissance inconditionnelle prévalait encore sur tout débat ouvert. À leur côté se trouvaient des personnalités politiques comme Martin Bormann, secrétaire personnel d'Hitler et garant de l'accès au Führer, Heinrich Himmler, Reichsführer de la SS, et Hermann Göring, Reichsmarschall et successeur désigné depuis 1941. La présence du colonel général Gotthard Heinrici, commandant du groupe d'armée Vistule, conférait à la réunion une importance particulière car il représentait la voix du front à un moment où Berlin était déjà au bord du siège total. Après avoir pris la parole, Heinrici présenta directement son rapport décrivant l'état réel de la 9e armée, déployée sous le commandement de Theodor Buss. Il expliqua que les unités étaient épuisées après la bataille de Silo, avec des pertes allant d'un tiers à la moitié de leurs effectifs, sans réserve de munitions suffisantes, sans carburant pour manœuvrer les véhicules et avec des blessés bloqués dans des positions impossibles à évacuer. Il ajouta que la 3e armée Panzer était en voie de désintégration sous la pression du 2e front biélorusse de Konstantin Rokossovski, et qu'au sud, le 1er front ukrainien d'Ivan Konev progressait sans obstacle vers les faubourgs sud de Berlin. Le général expliqua qu'il n'y avait plus aucune possibilité de stabiliser le front. Des réserves blindées avaient été envoyées des semaines plus tôt vers la région de Prague, conformément aux directives d'Hitler, laissant le secteur crucial de l'Oder sans protection. Les seuls renforts disponibles étaient des unités de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine sans entraînement au sol, ainsi que des bataillons SS non préparés à un combat défensif de grande envergure. Sur le plan logistique, les dépôts de munitions avaient été capturés ou détruits, les voies de communication coupées, les hôpitaux de campagne inopérants et les approvisionnements de base épuisés. Heinrici conclut que la 9e armée était pratiquement encerclée et que, sauf repli immédiat vers l'ouest, elle serait anéantie en quelques jours. Après cet exposé, Heinrici déclara sans détour que la fin était arrivée. Son diagnostic fut accueilli dans un silence prolongé. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un avait décrit la situation avant Hitler sans euphémisme ni appel à la volonté politique. La tension était palpable dans la salle et aucun participant n'osa intervenir. Hitler réagit brusquement et violemment. Il se leva de table, frappa du poing et lança une harangue chargée de reproches. Il accusa ses généraux de trahison et de lâcheté, affirma qu'ils n'avaient pas obéi à ses ordres de résister jusqu'au dernier homme et souligna que les rapports pessimistes témoignaient d'un manque de volonté de vaincre. Il rappela des épisodes passés où il avait rejeté des évaluations similaires et maintint que son instinct politique s'était avéré juste. Il désigna directement Heinrici et les autres commandants de terrain, les accusant d'être responsables de l'effondrement par manque de détermination. Son discours se transforma en une avalanche d'accusations mêlées à des allusions générales au destin historique du peuple allemand. Ses gestes devinrent de plus en plus violents
et la crise de nerfs se prolongea plusieurs minutes sans que personne ne l'interrompe. Finalement, Hitler reprit un ton plus mesuré mais non moins catégorique. Il déclara que la guerre était perdue au sens conventionnel du terme, mais qu'il n'abandonnerait Berlin sous aucun prétexte. Il annonça qu'il resterait enfermé dans le bunker jusqu'au bout et que, si nécessaire, il mettrait fin à ses jours avant de tomber aux mains de l'ennemi. Par cette déclaration, il liait définitivement son destin personnel à celui de la capitale assiégée, abandonnant tout projet de repli vers la Bavière ou l'Autriche. Les réactions des personnes présentes furent diverses. Keitel et Jodl restèrent silencieux, se limitant à hocher la tête et à prendre des notes. Burgdorf et Krebs confirmèrent les données de base exposées par Heinrici, mais évitèrent de renforcer ses conclusions quant à la futilité de la résistance continue. Bormann intervint pour souligner que la loyauté envers le parti et le peuple allemand exigeait qu'Hitler reste dans la capitale. Himmler resta silencieux, distant, sans s'engager ni sur la position du Führer ni sur le diagnostic militaire. Göring, visiblement mal à l'aise, percevait la décision d'Hitler comme une renonciation implicite au commandement effectif du Reich. Pour Heinrici, cette réunion confirmait que ses avertissements avaient été rejetés et que le commandement politique avait décidé de sacrifier la 9e armée sans possibilité de retraite. Le seul résultat tangible avait été la réaffirmation de la défense absolue et l'annonce par Hitler de rester à Berlin jusqu'au bout. L'écart entre la réalité du front et les décisions prises dans le bunker était devenu insurmontable. Les illusions perdues, l'enchère de troupes. Après l'irritation d'Hitler lors de la conférence du 22 avril, la réunion au Führerbunker se poursuivit dans un climat de tension et de déconnexion avec la réalité. Le rapport de Heinrici avait démontré avec des données concrètes l'effondrement du front de l'Oder et l'absence de véritables réserves pour assurer la défense de Berlin. Cependant, au lieu de considérer la défaite comme inévitable, le Führer chercha de nouvelles issues dans le cadre théorique de structures militaires qui n'existaient guère au-delà du papier. Dans ce contexte, plusieurs dirigeants commencèrent à présenter des propositions reflétant davantage la nécessité d'entretenir des illusions que d'apporter des solutions pratiques. Le premier à intervenir fut Hermann Göring, Reichsmarschall et commandant suprême de la Luftwaffe. Debout, il annonça qu'il mettait à disposition de la défense de Berlin 100 000 hommes de son armée de l'air. Le chiffre était impressionnant, mais il s'agissait principalement de personnel au sol, mécaniciens, techniciens des communications, auxiliaires administratifs et unités antiaériennes privées de leurs canons. Göring cherchait à donner l'impression qu'il disposait encore de ressources importantes et en même temps à réhabiliter son prestige personnel gravement entamé par l'échec de la défense aérienne du Reich. La réalité était différente. Ces hommes manquaient de formation de base au combat urbain et leur conversion à l'infanterie aurait nécessité des mois d'entraînement inexistants. Heinrich Himmler, qui ne voulait pas être relégué dans la compétition symbolique de la loyauté, offrit 25 000 SS. Ils provenaient des restes de divisions désorganisées, de contingents d'entraînement et de personnel affectés à des fonctions administratives ou de garde. La valeur politique de la proposition était évidente. Les SS se présentaient comme un noyau idéologique prêt à se battre jusqu'au bout. Cependant, le manque d'équipement et d'armement complet réduisait considérablement leurs capacités réelles. Karl Dönitz, grand amiral et chef de la Kriegsmarine, s'est joint à l'appel en déclarant pouvoir mobiliser 12 000 marins. Ils provenaient pour la plupart de bases navales devenues inopérantes après le blocus allié et la destruction de la flotte. C'étaient des hommes expérimentés dans l'artillerie navale ou les sous-marins, mais sans formation aux opérations terrestres, notamment au combat urbain. Son offre répondait davantage à la nécessité de figurer dans cette répartition symbolique des responsabilités qu'à une évaluation militaire objective. En ajoutant ces promesses, les personnes présentes parlaient déjà de 150 000 hommes. Sur le papier, cela représentait environ 12 divisions capables de renforcer la défense de la capitale. Hitler, prenant des notes, affirmait qu'avec une telle réserve, non seulement l'avancée soviétique pourrait être stoppée, mais même des contre-attaques pourraient être lancées. L'optimisme de cette conclusion reflétait le fossé de plus en plus infranchissable entre la vision du commandement politique et la réalité opérationnelle du front. Heinrici, qui avait écouté les interventions avec une incrédulité croissante, prit la parole pour rejeter clairement ses propositions.
Il souligna que, malgré des chiffres impressionnants, les hommes manquèrent d'entraînement, d'armement lourd, de véhicules, de communication compatible et de la coordination indispensable pour résister à une armée blindée moderne. Il insista sur le fait que les lancers contre des divisions soviétiques ne feraient qu'augmenter le nombre de victimes sans modifier l'issue des combats. Son intervention suscite des réactions défensives immédiates. Göring affirma que son personnel possédait une préparation militaire de base et pouvait s'adapter rapidement. Himmler assura que la discipline SS et la résistance idéologique combleraient les lacunes techniques. Dönitz défendit l'idée que les marins étaient habitués au maniement des armes et à la pression du combat, qualité qui, selon lui, pouvait être transposée sur le champ de bataille. Ces justifications montraient à quel point l'auto-illusion était devenue un mécanisme de survie politique au sein du bunker. Hitler écouta les offres comme les objections et répondit par une affirmation qui synthétisait sa déconnexion avec la réalité. Il déclara que les facteurs décisifs n'étaient pas les ressources matérielles, mais la foi absolue en la victoire finale. Selon son raisonnement, la volonté de résister jusqu'au dernier homme pouvait transformer des unités auxiliaires en divisions équivalentes à des divisions professionnelles. La planification militaire rationnelle était ainsi subordonnée à un cadre de pensée où le fanatisme idéologique remplaçait l'analyse objective. Par ces mots, le Führer validait les contributions de Göring, Himmler et Dönitz. Il ordonna l'organisation de leur transfert vers la région de Berlin, même si, dans la pratique, la plupart de ces hommes ne parvinrent jamais à s'intégrer de manière cohérente à la défense. Les problèmes d'armement, de logistique et d'organisation firent que ces promesses restèrent un exercice de propagande interne, plutôt qu'une véritable force sur le terrain. Le palais de Carinhal, l'affrontement entre Göring et Heinrici. Le 8 avril 1945, quelques jours avant le début de l'offensive soviétique finale sur Berlin, le colonel général Gotthard Heinrici reçut une convocation qu'il ne put refuser. Hermann Göring l'invita à déjeuner à Carinhal, sa résidence située dans la forêt de Schorfheide, à une trentaine de kilomètres de Loder, encore sous contrôle allemand, mais sur la trajectoire imminente des fers de lance de l'armée rouge. Carinhal était devenu un symbole du pouvoir personnel de Göring. Construit à partir de 1933 et agrandi successivement, le domaine rassemblait des collections de peintures, de sculptures, de tapisseries et de meubles provenant en grande partie du pillage de musées et de collections privées des territoires occupés. Ces salles étaient ornées d'œuvres Renaissance et baroques provenant de France, des Pays-Bas et de Pologne, tandis que des sculptures classiques et des tapisseries flamandes ornaient les salons principaux. Plus qu'une résidence, il servait de musée privé et de symbole de statut au sein du régime. Au printemps 1945, cette ostentation contrastait avec la fragilité de la situation. Göring craignait que l'arrivée imminente des Soviétiques ne transforme son palais en butin, et la préservation de ce patrimoine était devenue pour lui une obsession personnelle. Cette préoccupation ajoutait aux tensions politiques et militaires qui l'opposaient à Heinrici, accumulées depuis des années. La rivalité remontait à Stalingrad, lorsque Heinrici avait remis en question les promesses de Göring concernant la capacité de la Luftwaffe à ravitailler la 6e armée par voie aérienne. Plus récemment, dans le bunker, le général avait critiqué l'offre de convertir des milliers d'aviateurs en fantassins, soulignant leur manque de préparation pour affronter les divisions blindées soviétiques. Göring interpréta ces observations comme un affront direct à son leadership et à la réputation de ses hommes. L'invitation à Carinhal répondait donc à un objectif clair, affronter le commandant du groupe d'armée Vistule dans un environnement soigneusement choisi pour imposer son autorité. Le luxe du domaine devait souligner le pouvoir du Reichsmarschall et contrer toute remise en question. Heinrici accepta à contre-cœur, conscient qu'un refus pourrait avoir des conséquences politiques immédiates. Durant le voyage, le contraste entre la réalité du front et l'opulence vers laquelle il se dirigeait était flagrant. Les routes étaient encombrées de civils fuyant vers l'ouest, transportant leurs biens dans des charrettes improvisées ou à pied, tandis que les ponts étaient préparés pour être détruits et que les postes défensifs étaient occupés par des recrues trop jeunes ou trop âgées. Peu après, à l'approche de Carinhal, des jardins soignés, des bâtiments intacts et des domestiques travaillant normalement témoignaient de la distance entre le monde de Göring et le pays en ruine. Göring le reçut vêtu d'un uniforme de cérémonie chargé de décorations.
Le contraste avec la sobriété d'Heinrici était absolu. Dès les premiers mots d'accueil, le ton était froid. Göring engagea la conversation, accusant le général d'avoir démoralisé la Luftwaffe par ses critiques. Il le tenait pour responsable d'avoir sapé la confiance dans ses troupes et d'avoir suscité l'insubordination en remettant publiquement en cause la validité de sa contribution. Il ajouta des reproches concernant de prétendues déficiences observées au front. Soldats inactifs, fortifications incomplètes et manque de discipline, affirmant qu'il envisageait d'informer directement Hitler pour demander sa révocation. Heinrici écouta sans broncher. Conscient de la position hiérarchique de son interlocuteur, il répondit par des arguments purement techniques. Il souligna que le personnel de la Luftwaffe disponible manquait d'entraînement et d'équipements comparables à ceux des divisions d'infanterie entraînées, et que les envoyés contre les chars soviétiques entraîneraient des pertes sans résultat militaire. Concernant la discipline sur les positions de l'Oder, il expliqua que les troupes étaient épuisées après des semaines de combat et que ce que Göring avait interprété comme de l'inactivité était la conséquence directe d'une usure extrême et d'un manque de ressources de base. Le déjeuner eut lieu dans un salon entouré d'œuvres d'art accumulées au cours de plus d'une décennie de pillage. L'atmosphère opulente rappelait la différence de statut entre hôtes et invités. Heinrici, cependant, resta distant, évitant de prolonger une confrontation qui ne pouvait que lui porter préjudice. Il conclut la visite avec une courtoisie formelle et se prépara à regagner immédiatement son poste de commandement. Au moment des adieux, il prononça une phrase à la fois courtoise et pleine d'avertissement. Observant les jardins et les salles chargées de trésors, il exprima à Göring son souhait que ses soldats puissent préserver ce palais des batailles imminentes. En apparence diplomatique, ce commentaire rappelait au Reichsmarschall que son univers de luxe reposait sur des hommes épuisés et mal équipés, combattant à quelques kilomètres de distance, et que rien ne garantissait la survie de ce symbole de puissance face à l'avancée soviétique. La rupture du leadership, Göring destitué, Himmler traître. Le 23 avril 1945, alors que l'encerclement soviétique de Berlin se refermait et que les combats atteignaient déjà les quartiers périphériques, Hermann Göring prit une décision qui allait marquer le début de l'effondrement définitif du cercle intime du régime. Depuis sa résidence d'Obersalzberg, dans les Alpes bavaroises, il envoya un télégramme au Führerbunker en invoquant directement le décret signé par Hitler en 1941 qui le désignait comme successeur officiel en cas de décès ou d'incapacité du Führer. Le message soulignait qu'Hitler, ayant décidé de rester dans la capitale assiégée et ayant déclaré vouloir y mourir plutôt que de l'abandonner, une situation de vide du pouvoir était en réalité créée. Göring demanda l'autorisation formelle d'assumer immédiatement la direction totale du Reich et d'entamer des négociations avec les alliés occidentaux. Selon lui, ce transfert était indispensable pour assurer une certaine continuité de l'État à un moment où la défaite militaire était évidente. Le télégramme fut transmis par les voies officielles, ce qui permit son arrivée à Berlin malgré les difficultés causées par les bombardements. Cette formalité démontra qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion improvisée, mais d'une manœuvre politique calculée. L'objectif de Göring était d'établir une nouvelle réalité de pouvoir avant que la défaite ne soit consommée. La première réaction d'Hitler fut le silence. Il relut le document plusieurs fois, sans prononcer un mot. Martin Bormann, de plus en plus influent dans les décisions internes, interpréta immédiatement le télégramme comme une tentative d'usurpation. Il le présenta à Hitler comme une manœuvre déloyale visant à l'écarter du pouvoir, même de son vivant et en pleine possession de ses moyens. Selon cette interprétation, Göring n'offrait ni aide ni collaboration, mais une succession anticipée. Joseph Goebbels rejoignit l'interprétation de Bormann. Il souligna que le moment choisi, Berlin encerclé et bombardé, révélait un manque de solidarité et d'ambition personnelle. L'idée que le Reichsmarschall ait tenté de profiter de la situation critique de la capitale éveilla immédiatement la méfiance du Führer, renforçant sa tendance à percevoir des complots et des déloyautés dans son entourage proche. Dans les heures qui suivirent, la surprise initiale d'Hitler se transforma en indignation. Göring avait été pendant plus de 10 ans le bras droit du Reich, responsable de la création de la Luftwaffe et dépositaire de sa confiance sur de multiples questions clés. Le simple fait qu'il ait pris le pouvoir en plein siège fut vécu comme une trahison personnelle. Le 25 avril, après 2 jours de délibération, Hitler dicta une réponse catégorique.
Il accusa Göring de haute trahison et lui ordonna de renoncer immédiatement à toutes ses fonctions officielles, seule solution pour éviter une sanction plus sévère. La démission fut acceptée sans résistance par Göring, qui se retira à Obersalzberg sous la stricte surveillance des SS. Martin Bormann veilla à ce qu'il ne puisse reprendre aucune activité politique ni nouer des contacts indépendants. Par cette décision, celui qui avait été pendant des années considéré comme son successeur naturel fut écarté du pouvoir. Alors que les conséquences de la chute de Göring n'avaient pas encore été assimilées, une autre révélation secoua le Führerbunker. Le 28 avril, il fut confirmé qu'Heinrich Himmler, chef de la SS et l'un des piliers idéologiques du régime, avait noué des contacts secrets avec les puissances occidentales. Des informations arrivèrent par des reportages radio, des communiqués de la BBC et des interceptions diplomatiques faisant état de négociations avec des intermédiaires suédois, notamment le comte Folke Bernadotte. Himmler avait proposé une capitulation partielle excluant l'Union soviétique. L'Allemagne se rendrait aux Britanniques et aux Américains tout en poursuivant les combats à l'Est. Ce plan visait à exploiter les tensions latentes entre alliés et à préserver une partie du régime dans des conditions moins difficiles. Pour Hitler, cette manœuvre constituait la plus grande trahison imaginable. Himmler n'était pas seulement un dirigeant politique, mais l'exécuteur des politiques les plus radicales du national-socialisme. Le fait même qu'il recherchait un accord avec ses ennemis transformait sa déloyauté en un coup personnel et symbolique. La réaction fut immédiate. Hitler le démit de tous ses postes, le déclara traître au Reich et ordonna son arrestation et son exécution s'il parvenait à le localiser. Le régime perdit ainsi une autre figure fondamentale, tandis que son cercle de confiance se rétrécissait progressivement. Le même jour, un épisode renforça le climat de paranoïa. Hermann Fegelein, officier de liaison SS et beau-frère d'Eva Braun, tenta de fuir Berlin. Il fut détenu dans un appartement de l'ouest de la ville, habillé en civil, transportant de l'argent liquide, des bijoux et des documents suggérant qu'il était au courant des manœuvres d'Himmler. Interrogé par Wilhelm Mohnke, commandant des défenses des districts gouvernementaux, il ne donna aucune explication convaincante. Eva Braun intercéda en faveur de son beau-frère, mais Hitler rejeta tout geste de clémence. Dans un état de méfiance totale, il considéra la tentative d'évasion comme une preuve de complicité et ordonna son exécution immédiate. Le 28 avril, Fegelein fut abattu dans les jardins de la chancellerie par un peloton SS, tandis que l'artillerie soviétique s'abattait sur les lieux. La sentence fut exécutée sans procès formel et sans possibilité de défense, envoyant un message clair à tous les occupants du bunker. Tout soupçon de déloyauté serait puni de mort, quel que soit le rang ou les liens personnels. Le 29 avril, alors que les combats atteignaient déjà les limites de la chancellerie, Hitler rédigea son testament politique. Il y désignait le grand amiral Karl Dönitz comme président du Reich et successeur officiel. Ce choix symbolisait le rejet définitif de Göring et de Himmler, expressément désignés comme traîtres et exclus du mouvement. Il nomma également Joseph Goebbels chancelier, mais son mandat serait éphémère, car il avait lui-même décidé de ne pas survivre à l'effondrement. Le document fut signé en présence de témoins et envoyé hors du bunker par des messagers chargés d'en assurer la conservation. Par cet acte, Hitler tenta de donner un cadre juridique définitif à la succession du Reich malgré la défaite. Le testament scella l'effondrement définitif du pouvoir nazi. Les personnalités qui avaient accompagné le Führer pendant des années furent écartées, tandis qu'une nouvelle direction était établie sur des ruines militaires et politiques désormais intenables. Le crépuscule de Berlin, suicide dans le bunker et reddition finale. Au petit matin du 30 avril 1945, alors que les combats se déroulaient déjà à quelques mètres de la chancellerie du Reich et que le siège soviétique du quartier gouvernemental atteignait son paroxysme, Adolf Hitler contracta un mariage civil avec Eva Braun. La cérémonie, célébrée dans une petite salle du Führerbunker, eut Joseph Goebbels et Martin Bormann comme témoins, fut célébrée par un officier de l'état civil dépêché expressément dans la capitale assiégée. L'acte dura à peine quelques minutes. La simplicité de la cérémonie contrastait avec le faste des cérémonies officielles qui avaient accompagné le régime nazi durant ses années de pouvoir. Il n'y avait ni nombreux invités ni musique, seulement des voix basses interrompues par le grondement de l'artillerie soviétique qui se rapprochait de plus en plus du centre-ville.
Ce geste solennel, réduit à l'essentiel, symbolisait aussi un adieu définitif. Après la cérémonie, Hitler rencontra les collaborateurs restés dans le bunker. Il exprima sa gratitude pour les services rendus, bien que ses paroles furent brèves et sans emphase. Au cours de la matinée, il donna ses dernières instructions militaires. Il autorisa les unités qui résistaient encore dans la capitale à décider de manière autonome si elles tentaient de briser l'encerclement ou de rester sur leur position. Cet ordre constituait une reconnaissance implicite de la cessation de l'existence du commandement central en tant que structure de contrôle efficace. Peu après midi, Hitler et Eva Braun se retirèrent dans leurs appartements privés. Leur escorte personnelle reçut pour consigne de ne les déranger sous aucun prétexte. Au bout d'une trentaine de minutes, un coup de feu sec retentit. Les assistants Otto Gunsche et Heinz Linge, suivant le protocole établi, pénétrèrent dans la pièce et découvrirent Hitler mort d'une balle dans la tempe, un pistolet Walter PPK à la ceinture. Eva Braun avait ingéré du cyanure. Les corps furent enveloppés dans des couvertures militaires et transférés dans le jardin de la chancellerie sous la supervision de Martin Bormann. L'opération se déroula sous le feu soviétique qui continuait de ravager la zone. Les corps furent placés dans une fosse superficielle, aspergés d'essence et immédiatement allumés. La combustion, entravée par la pénurie de combustible, fut incomplète. Les restes furent enterrés à la hâte, au même endroit, sans signalisation. Le 1er mai, Joseph Goebbels prit officiellement ses fonctions de chancelier du Reich, conformément au testament politique d'Hitler. Son poste manquait de pouvoir réel, Berlin étant encerclé et les structures administratives étant hors d'usage. Le même jour, avec sa femme Magda, il décida de mettre fin à ses jours et à ceux de leurs 6 enfants. Ceux-ci, âgés de 4 à 14 ans, furent empoisonnés avec des capsules de cyanure. Peu après, Magda ingéra du poison et Goebbels se tira une balle dans la tête. Leurs corps furent emmenés à l'extérieur et partiellement incinérés par des SS. Avec la mort de Goebbels, le dernier dirigeant politique de haut rang resté à Berlin jusqu'à la fin disparut. Le bunker fut réduit à de simples officiers subalternes, à du personnel administratif et à des soldats de la garde. Au petit matin du 2 mai, le général Helmut Weidling, commandant de la défense de Berlin, dressa un bilan définitif de la situation militaire. Il confirma que les tentatives de percer vers l'ouest avaient échoué, que les réserves de munitions étaient épuisées et que les divisions encore debout manquaient de capacité opérationnelle. La population civile avait atteint un état de désespoir absolu. Hôpitaux détruits, eau et électricité coupées, nourriture épuisée. La poursuite de la résistance était insensée. Le même jour, Weidling envoya des émissaires au quartier général du général Vassili Tchouikov, commandant de la 8e armée de la garde soviétique. Les conversations furent brèves. Les soviétiques exigèrent une capitulation immédiate et sans condition. L'acte de reddition fut signé le matin du 2 mai. Peu après, Weidling ordonna un cessez-le-feu dans tous les secteurs. Des milliers de soldats se rendirent en différents points de la ville, beaucoup manifestant un soulagement évident après des jours de combat désespérés. Dans l'après-midi, les derniers foyers de résistance isolés furent neutralisés. Quelques unités SS tentèrent de poursuivre le combat de manière indépendante, mais furent rapidement vaincus. À la tombée de la nuit, Berlin était entièrement sous contrôle soviétique. La chute de la capitale signifia l'effondrement définitif du Troisième Reich en tant que structure politique et militaire. Le gouvernement de Flensburg, dirigé par Karl Dönitz, tenta d'exercer une autorité nominale sur l'Allemagne, mais manqua de contrôle réel sur la capitale et sur la majeure partie du territoire. La chancellerie du Reich fut réduite en ruines, ses salles souterraines étant transformées en vestiges des dernières décisions du régime. L'Armée rouge a exploré systématiquement les bunkers, documentant leur état et recensant les lieux où s'était produit le dénouement du nazisme. Le contraste entre les ruines en surface et la relative intégrité des structures souterraines symbolisait la distance entre les ambitions monumentales d'Hitler et l'effondrement réel de son régime. La capitulation de Berlin accéléra la capitulation des forces allemandes sur d'autres fronts. Des garnisons isolées négocièrent indépendamment, la plupart tentant de se rendre aux Britanniques et aux Américains avant les Soviétiques. Finalement, les 7 et 8 mai, la capitulation totale et inconditionnelle fut signée à Reims et à Berlin-Karlshorst, mettant officiellement fin à la guerre en Europe.